Bonjour à tous, vendeurs de vérité. Comme promis, une nouvelle vidéo aujourd'hui consacrée aux formations immobilières en ligne. Mais avant ça, je vous laisse découvrir une citation dont l'identité de l'auteur vous sera dévoilée en fin de vidéo et qui, je pense, vous surprendra. Voilà, donc aujourd'hui, on va s'intéresser à, je pense, une vidéo témoignage dans ce domaine qui a eu à ce jour, je crois, le plus de vues. On est à plus de 708 000 vues sur YouTube et qui s'intitule Rentière immobilière à 19 ans du formateur Monsieur Olivier Seban. Pour cela, on a décortiqué cette vidéo et on l'a analysée et on va vous livrer les éléments qui, à nous ont paru contradictoires, surprenants, voire tout à fait douteux. Le but étant de savoir si ces vidéos témoignages d'autopromotion, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, sont à prendre au sérieux et reposent sur des faits réels, ou bien si elles reposent sur des mensonges, des faits déformés ou fallacieux. L'idée n'est pas de remettre en cause, et j'insiste sur ce point, l'investissement. On vous encourage bien évidemment tous à investir. Notre cible, si je puis dire, ce sont les vendeurs de rêves, vous l'aurez compris. On fera d'ailleurs très prochainement une vidéo sur les moyens de se former gratuitement. Alors tout d'abord, le formateur, donc il s'agit de Monsieur Olivier Seban, c'est l'un des pionniers dans le domaine des formations en ligne. Il avait fait d'ailleurs plusieurs passages TV dans le passé pour un livre qu'il avait écrit. Bref, on ne reviendra pas sur son expertise en immobilier, ce n'est pas le sujet du jour. Je précise simplement que la vidéo qu'on analyse aujourd'hui, elle a accouché quelques semaines plus tard de deux autres vidéos. L'une toujours de Monsieur Seban, qui était un peu une vidéo débriefing, et l'autre de la participante qui donc a réalisé une vidéo où elle parle de son parcours, de son activité d'investisseur et de son regard très intéressant sur le monde des formations immobilières. Alors tous les liens des vidéos dont on parle donc sont en description sous la vidéo. Alors comme pour la vidéo précédente qui s'intéressait à un autre formateur, on a analysé les chiffres annoncés pour valider ou non le cash flow net annoncé, qui est ici de 1 500 € par mois. Autant vous dire tout de suite que on ne le validera pas, loin de là. Et surtout pour voir si le témoignage et les chiffres étaient plausibles, de bonne foi, ou si ça sentait la malhonnêteté. On a essayé cette fois-ci de synthétiser la partie chiffres pour faire une vidéo un peu plus courte. Donc on mettra les slides et les chiffres, mais sans commenter en détail tous les chiffres. Donc la participante est une charmante jeune fille de 19 ans qui se prénomme Penda, qui nous informe qu'elle a quitté son CDI de conseillère en assurance à la Société Générale, emploi dans lequel elle gagnait 1 500 € et que, vivant chez ses parents, elle a épargné 500 € par mois le temps de son CDI. On apprendra dans la vidéo qu'elle a fait toute seule qu'elle est restée 6 mois dans ce CDI et que c'est elle qui l'a quitté d'ailleurs au bout de 6 mois. Cela va lui permettre de se créer une petite épargne de 3 000 €, elle le dit dans la vidéo individuelle qu'elle fait, et que donc elle arrive au départ de son aventure d'investisseur avec seulement 3 000 € donc d'épargne. Il faut bien garder en mémoire pour la suite que donc elle est restée seulement 6 mois dans cet emploi. Un emploi donc de conseillère en assurance au sein de la Société Générale. Donc nous, on s'est renseigné sur les conditions d'admission à ce type d'emploi. Donc, comme vous pouvez le voir sur les images, on demande un bac plus 2, style DUT, BTS. Et on apprendra dans la vidéo individuelle de Penda que donc elle a fait un bac pro et que par la suite, elle a donc fait un DUT technique de commercialisation. Donc si on résume, elle a son bac, elle fait 2 ans de DUT. À la suite de ça, elle entame donc un CDI de 6 mois et à la suite de ça, elle fait donc ses achats et cette vidéo avec M. Seban et elle a donc 19 ans à la fin de tout ça. Alors habituellement, on a son bac, on va dire, à 18 ans, donc on sort de son DUT à 20 ans, donc on commence un CDI à 20 ans, plus 6 mois, 20 ans et demi. Donc la vidéo, elle aurait dû avoir 20 ans en théorie. Donc on en déduit qu'elle a peut-être sauté une classe, mais ce qui serait étonnant, c'est que si elle avait sauté une classe, ça voudrait dire qu'elle serait quand même plutôt plus douée que la moyenne, on va dire. Donc elle aurait peut-être pas pris comme filière
une filière bac pro et DUT. Donc ça nous a un peu étonné. On a du mal à comprendre comment elle peut avoir 18 ans après tout ça. Mais admettons, on est naïf et crédule, donc on va la croire. Donc la participante, donc Penda, va détailler ses 3 achats effectués sur une durée de 7 mois. Les 3 appartements donc achetés en crédit total à 110% sur 20 ans. Avec donc une banque qui va la financer et la suivre sur ces 3 opérations. Donc je répète, sur ces 7 mois. C'est un élément aussi qui est très important. Alors je vous rappelle qu'elle a quitté son CDI 6 mois après l'avoir signé. Et ces opérations immobilières s'étalent sur 7 mois. Donc ça veut dire qu'au minimum, la dernière opération, elle a été effectuée avec donc, un statut de sans emploi, quoi. C'est-à-dire que la banque a prêté à Penda sur la dernière opération alors qu'elle n'avait plus son CDI. Donc ça nous paraît particulièrement étonnant. Alors déjà qu'elle prête à Penda avec ses 1 500 € de salaire pour 2 opérations, dans des opérations immobilières avec travaux, des appartements qui ne sont pas loués, donc avec pas de revenus déjà à montrer aux banques, dans une région, elle en parlera plus tard, en Bourgogne, donc je crois à 150 km de là où elle vit, puisqu'elle est en Île-de-France. Donc pour nous, c'est très étonnant et qu'elle finance déjà les 2 premières, et là que la 3e au minimum a été réalisée donc sans emploi, puisque les 3 opérations, je le répète, sont sur 7 mois et qu'elle a quitté son CDI au bout de 6 mois. Et dans sa vidéo donc individuelle, elle dit qu'elle a quitté son CDI pour se lancer dans cette aventure. Donc c'était en théorie même avant. Mais admettons, on a une banque, on a Penda qui a réalisé une formation par un expert qui lui a expliqué comment préparer un dossier. Et donc, elle va se faire financer donc, ces 3 appartements. Elle n'est, je précise, pas propriétaire de sa résidence principale puisqu'elle vit chez ses parents. Bon, on sait que les banques n'aiment pas trop financer des investissements locatifs lorsque les personnes qui cherchent le financement ne sont pas propriétaires de la résidence principale, mais admettons. Donc Penda va réaliser donc, ses achats pour les exploiter en colocation, notamment des colocations à des étudiants. Donc, enfin, c'est ce qu'elle indique dans la vidéo. Elle va donc trouver ses colocs étudiants. À chaque fois, elle le dit à peu près en 2 jours maximum. Il y a même une fois, elle le dit, je l'ai mis le soir à l'annonce et je les ai trouvés le lendemain. Donc elle explique que ça a été très facile, donc bravo à elle. Donc chaque fois, elle a posté les annonces elle-même, c'est ce qu'elle dit, même si en fin de vidéo, elle dira que la gestion est confiée à des agences. Alors nous, ce qui nous a troublé, c'est que donc elle réalise ces 3 opérations en 7 mois et donc elle loue en 24 heures, 48 heures à des étudiants. Alors, je veux bien croire qu'on loue rapidement à des étudiants lorsqu'on est quelques semaines avant la rentrée, mais là sur 7 mois, la rentrée ne dure pas 7 mois, donc forcément elle a trouvé des colocataires en milieu d'année. Il y a eu des opérations qu'elle a fait un peu plus tard en milieu d'année, et donc elle a trouvé des étudiants en milieu d'année. Nous, ce qui nous trouble, c'est que les étudiants, avant qu'ils décident de vivre dans les chambres louées par Penda, ils étaient où? Parce qu'ils devaient être SDF ou vivre dans des tentes ou vivre dehors, parce que s'ils vivaient déjà dans des logements étudiants, c'est donc qu'ils les ont quittés en plein milieu de l'année et que donc ils n'avaient pas de préavis. Enfin bref, donc on a trouvé ça particulièrement troublant. Parce qu'on sait qu'on a toujours un préavis quand on a un contrat de location. Mais bon, coup de chance, elle a mis ses annonces en plein milieu d'année, et puis elle a eu des étudiants qui n'avaient pas de logement et qui donc dormaient dans leur voiture avant d'aller au cours. Alors, concernant maintenant les achats, on ne va pas traiter les 3 achats forcément dans l'ordre, parce qu'en fait, c'est avec les infos de la troisième opération qu'on a pu déduire le prix d'achat des autres et surtout découvrir alors, de nombreuses incohérences dans le témoignage. On apprend donc qu'elle réalise un premier achat dans une région, on en a parlé tout à l'heure, assez éloignée de chez elle, donc en Bourgogne, pour un total de, c'est ce qui est dit, de 95 000 €, il est précisé clé en main. Donc clé en main, ça veut dire tout compris, le prix d'achat, les frais de notaire, les travaux et
en théorie, le mobilier, hein, parce que si on fait une colocation, faut qu'elle soit meublée, bien évidemment. Alors, elle indiquera dans un premier temps qu'elle a réalisé pour ce premier achat 10 000 € de travaux. Et puis, elle dira quelques minutes plus tard, donc pour ce même achat, qu'elle a réalisé 11 000 € de travaux. Donc, on va considérer que c'est juste une petite erreur, rien de plus. Et nous, on va considérer qu'elle a réalisé 10 500 € de travaux. Coupons la poire en deux. On aurait pu penser au départ qu'elle avait réussi à faire financer ses meubles par la banque et que l'achat du bien seul était aux alentours des 65-70 000 €, ce qui laissait la place pour les frais de notaire, les travaux, donc de 10-11 000 € et le mobilier. Et on arrivait comme ça à la somme de 95 000 € donc pour avoir l'appartement clé en main. En précisant que le mobilier, on va dire les meubles pour une colocation de 3 chambres, on va dire un minimum de 5 000 €, quoi. Simplement, on va vite se rendre compte que c'est pas possible, que le mobilier n'a pas pu être financé pour aucune des opérations. Pourquoi ? Parce que dans le troisième, lorsqu'elle détaille la troisième opération, elle affirme qu'elle achète l'appartement 78 000 € et elle précise moins cher que les deux autres. C'est-à-dire qu'elle dit qu'il est moins cher que les deux autres appartements, donc ils sont forcément supérieurs à 78 000 €. Et elle ajoute car il y avait bien plus de travaux à faire dans donc, la troisième opération que dans les autres. Alors on rappelle que pour la première opération, il y avait entre 10 et 11 000 € de travaux. Donc on s'attend à ce qui est bien plus pour le troisième achat. Et donc ce troisième achat, donc, qui est fait à 78 000 €, si on rajoute 8% de frais de notaire et plus les travaux qui seraient censés être supérieurs à 11 000 €, avec tout ça on va arriver à 95 000 €. C'est le prix qu'elle nous indique à la fin. Elle dit voilà, clé en main ça m'a coûté 95 000 € avec les travaux et un prix de départ de 78 000 €. Eh bien, ça ne passe pas. Nous, la seule chose qu'on a pu faire, c'est donc de rajouter les frais de notaire à 78 000 €, donc le prix d'achat, et ça laisse la place, donc, pas pour le mobilier, et à simplement 10 500 € de travaux. Donc 10 500 €, c'est donc pas comme elle l'affirme, bien plus de travaux que dans les autres appartements qu'elle a achetés, puisque ça correspond en gros au montant des travaux du premier appartement. Donc là, c'est encore à nouveau une nouvelle incohérence. Alors parlons maintenant du second. C'est celui qu'elle transforme en fait en F4. C'est un F3 au départ, elle le transforme en F4. Alors elle dit que l'opération lui coûte clé en main 92,90. Donc nous on a coupé la poire en deux, on a pris 91. Parce qu'il était en meilleur état que les autres et donc qu'elle avait moins de travaux que dans les autres. Très bien, donc on sait que le troisième il est moins cher, donc il a 78 000 €, donc cet appartement il doit être au minimum dans les 80. Donc si on prend 80 € pour cet appartement, en ajoutant les frais de notaire, on sait qu'on peut aller ensuite jusqu'à 91 000 € pour trouver le montant des travaux, et ça nous fait une somme de 4 500 € de travaux, ce qui est possible, hein, mais ce qui est assez léger pour faire des travaux dans un appartement et notamment une transformation de F3 en F4. Mais bon, on n'a pas le choix, c'est forcément moins de 4 500 € de travaux. Alors malgré tous ces éléments troublants, discordants, un petit peu illogiques, on a quand même décidé de calculer le fameux cash flow net. On avait le montant des crédits, on avait le montant des charges, le montant des achats, on l'a déduit là donc juste avant et on a pu donc déduire forcément le montant des frais de notaire. On avait juste à estimer le coût de la gestion, donc on a pris 8% de gestion pour des colocations, des taxes foncières, des assurances, donc P&O. Mais une fois de plus, si on s'est trompé sur certains chiffres, ça n'a pas vraiment d'incidence sur le cash flow net, puisque si on augmente les déductions, on augmente aussi les dépenses annuelles. Donc voilà. Donc on a pu calculer le cash flow net. Cash flow net, je rappelle, sans le financement de tous les meubles. Donc si on considère qu'il y a 3 appartements à meubler, ça fait donc au minimum 15 000 € de meubles à financer. Alors elle n'a pas pu le financer elle-même avec son épargne, puisqu'elle dit au départ qu'elle avait simplement 3 000 €. Donc elle a dû procéder probablement à un crédit conso, un crédit à la consommation. Donc ils n'en ont pas parlé, donc ça c'est assez troublant et ça impacte le cash flow. Un crédit conso, on va dire, pour emprunter environ 15 000 € sur 5 ans, c'est des mensualités environ de 280 € par mois.
Donc il faudra penser à enlever ces sommes au cash flow net. Alors le cash flow annoncé dans la vidéo, donc Monsieur Seban dit en gros, ben voilà, Penda a quitté son emploi où elle touchait 1500 € et puis aujourd'hui elle est libre financièrement et elle touche grâce à ses 3 investissements 1500 €. Donc il considère que le cash flow net c'est 1500 €. Alors nous avec nos calculs, on trouve comme cash flow net donc 1000 € avant 2021. Je précise qu'avant 2021, en fait, avec les amortissements, notamment des frais de notaire qu'elle va donc déduire la première année, elle parvient à amortir, à déduire en fait en totalité ses revenus locatifs. Donc ça n'a pas d'incidence fiscale. Malgré tout, on arrive nous qu'à 1000 € de cash flow. Hein. On vous a expliqué le calcul sur les slides. Donc on a enlevé aux recettes locatives toutes les charges qu'elle avait, le crédit, etc. Donc on n'est déjà pas à 1500 €. Mais surtout à partir de 2021, une fois qu'on a amorti les frais de notaire, eh bien là c'est autre chose. Là le cash flow il est au maximum de 690 €. Et oui, parce que Penda va avoir le SSI à payer. On sait qu'il y a une réforme là, qui est en marche pour réformer le statut LMNP, et vu qu'elle n'a pas d'autre activité, enfin en tout cas à notre connaissance, et elle se dit investisseur donc dans sa vidéo individuelle, et qu'elle dépasse les 23 000 € annuels de recettes, donc elle aura le SSI à payer à 40%. Et donc, elle aura, à partir de 2021, 690 € de cash flow sans déduire, je le répète, le crédit conso qu'elle a dû effectuer avec des mensualités de 280 € en moyenne par mois pendant 5 ans pour payer son mobilier. Donc, Penda, après la formation de M. Seban, a quitté un CDI où elle gagnait 1500 € par mois pour gagner 1000 € par mois, voire moins avec le crédit conso. Donc on va dire entre 800 et 1000 € par mois pendant 2 ans, et ensuite entre 400 et 700 € par mois pour la suite. Donc résumons, on a une jeune fille qui est plutôt douée, enfin on va dire surdouée, qui a probablement sauté une classe et donc qui avait comme ambition de faire un bac pro, et puis ensuite un DUT qui travaille donc 6 mois en CDI, qui quitte ce CDI pour se lancer donc après une formation avec Monsieur Seban dans l'investissement immobilier. On a une banque qui finance une jeune fille donc, qui est sans contrat de travail sur au moins la dernière opération, et qui finance les autres donc avec un simple salaire de 1500 €, quelques mois d'ancienneté, pas de résidence principale et des immeubles vides avec travaux loin de son domicile. Vous l'avez vu, discordant, illogique, incohérent sur le montant de ces opérations et des travaux. Qu'elle loue donc à des étudiants qui étaient jusque-là a priori SDF, ou qui vivaient dans une voiture, qui n'étaient pas liés à un préavis d'un autre logement, donc des locations en cours d'année, et donc un cash flow pour remplacer son salaire de 1500 €, donc au max entre 800 et 1000 € les 2 premières années, et entre 400 et 690 € à partir de 2021. Donc on est très très loin du cash flow annoncé de 1500 €. Je précise qu'on n'a pas tenu compte de la cotisation foncière d'entreprise ACFE, on ne l'a pas déduit, mais on ne l'a pas également compté dans les dépenses. Donc en conclusion, un cash flow donc, qui est entre 35 et 55% plus faible que ce qu'il était annoncé. Sans parler donc du crédit conso lié à l'achat du mobilier, et donc on comprend mieux pourquoi ce n'est autre que Penda qui est l'auteur de la citation qu'on vous a mis en début de vidéo, et on comprend mieux pourquoi elle a cette vision des formateurs immobiliers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur les vidéos d'autopromotion des formateurs immobiliers. C'est vrai qu'une fois de plus, quand on analyse et qu'on décrypte, on se rend compte qu'il y a beaucoup de failles et probablement beaucoup de mensonges. Je vous dis à bientôt, parce qu'il y a d'autres sujets de vidéos qui vont venir. Donc, un sujet sur les formations, la façon de se former gratuitement, un sujet sur la grande famille des formateurs immobiliers, les liens très forts qui les unissent, mais je ne vous en dis pas plus. Enfin voilà, il y a encore beaucoup de sujets à étudier.
Voilà, je vous dis à bientôt à tous, et puis je remercie ceux qui commentent à chaque fois et qui m'apportent d'ailleurs des précisions sur les chiffres que je donne, qui m'apportent leur expertise, et également il y en a un qui se reconnaîtra puisqu'il m'a fourni une source importante pour cette vidéo. Donc voilà, à très bientôt.